Bonsoir tout le monde. Bonsoir Antoine. Oui, il est 17 heures. D'ordinaire, on le fait à 19 heures. En fait, on s'adapte d'une semaine à l'autre. Je sais que c'est pas évident de suivre pour tout le monde. Alors, on s'excuse pour ça, mais évidemment, les horaires font en sorte que des fois, on peut pas être à heure fixe toujours. Alors, aujourd'hui, on le fait à 17 heures. La semaine prochaine, on le fera en direct du Salon de l'Auto de Montréal, parce qu'évidemment... Sans la grosse brune? Sans la grosse brune qui... parce que ce n'est pas un modèle 2023, alors elle n'a pas sa place. Ouais, mais écoute, j'ajuste ça un peu. Oui, mais d'un autre côté, il y a plusieurs voitures au Salon de Montréal cette année qui ne seront pas des 2023. Alors probablement la moitié. C'est ça. Donc, je pense qu'on voulait plus pas avoir de taches d'huile dans le kiosque du guide de l'auto, qui va être très grand, évidemment, parce que... il y avait beaucoup d'espace de libre au Palais des Congrès. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est ça. Il va y avoir, ça va sonner écho, là, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas. C'est un événement qui est très attendu, mais en même temps, il y a quand même... beaucoup d'absents, puis il va y avoir des déceptions, là, c'est évident. Tu avais fait un petit sondage maison avec pas grand-chose de scientifique, juste pour, avec rien de scientifique, pour prendre la température de l'eau, comme on dit, en demandant aux gens, serez-vous de la partie? Et malgré le fait que ce ne soit que sur un étage, malgré le fait que combien de manufacturiers ne seront pas là, malgré le fait que ça se passe au centre-ville de Montréal et que l'accès soit pas évident en mois de janvier. Malgré tout ça, il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient être présents. Alors, parce qu'ils ont l'habitude d'y aller, habitude qu'on avait perdue en 2021 et en 2022. Ouais. Donc, une habitude qu'il faudra reprendre à partir de cette année. Mais j'ai eu la chance d'y aller, moi, hier au Palais des Congrès. Tu vas me dire, t'étais de bonne heure, t'étais en avance. Oui, en effet. Oui. Mais j'ai vu la F40 de Luc Poirier arriver parce que, on le sait, ce dans la Gadoue. Non, elle n'a pas vu un seul rayon de soleil, ni une seule poussière, parce que oui, cet homme d'affaires et collectionneur apporte au Palais des Congrès une vingtaine de ses voitures. Ouais. Ça fait partie des grandes attractions sur place. Même chose pour le commerçant de véhicules très exotiques, auto, etc., qui aura plusieurs véhicules sur place, dont une Ferrari SP2, si je me trompe pas. Okay. Que j'ai pas encore eu la chance de voir en vrai, alors ce sera une première pour moi. Alors, là, on a déjà des questions. Oui. Alain qui veut savoir, est-ce que Polestar va être là? Non. On va vous énumérer ceux qui seront présents et vous allez comprendre par déduction qu'il y a beaucoup de monde qui sera pas présent. Oui. Donc, Subaru, Toyota, Lexus, on est là. OK. Kia, Hyundai, on est là. VinFast, Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac. Tout ce qui s'appelle Ford et Chrysler, on n'est pas là. Et qu'est-ce qui nous manque là dans quelques marques exotiques, donc Lamborghini. Lamborghini, Ferrari, Lotus, Maserati, Mini avec la Cooper SE et une Countryman hybride rechargeable. Yeah! Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre de mémoire? On a pas mal fait. Subaru. Oui, je l'avais dit. Tu l'avais dit, bon, Subaru, OK. Lexus au début. Donc, oui, les absents. J'ajuste mon... oui, d'accord. J'ajuste mon plateau, là. D'accord. Attention avec la canette et mon ordinateur, je t'en prie. La grosse brune n'a pas été conçue comme une voiture... qui propose une ergonomie particulièrement impressionnante au niveau de son habitacle, ça c'est sûr. Je souligne que mon ordinateur Apple prend place de manière juxtaposée avec une canette de BlackBerry. Oui. Alors voilà, les deux rivaux sont enfin réunis. C'est sûr que... Oh, t'es en feu? Bon, il y a eu comme un délai, mais merci. C'est ça. Fait que, oui. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y aura beaucoup d'absents au Salon de Montréal. Oui. Mais nous serons présents. Ouais, c'est ça. Bon, on peut en parler. Pas de Mitsubishi, non. Nissan va être là. Nissan va être là, mais pas Infiniti. Comment? Mais pas Infiniti.
Non, c'est ça. Fait que Nissan va être là. Genesis n'est pas là non plus, mais Hyundai et Kia sont là. T'sais? Donc, autrement dit, Montréal, on n'a pas les moyens de se payer des véhicules de luxe. Non, mais Honda Acura n'est pas là. Oui. Tu sais, il y a des marques, Volkswagen Mercedes, BMW, Porsche, Audi n'est pas là. Bon, je vous nommais les deux Américains, mais tu sais, il y a des marques très, très, très populaires qui sont pas présentes là. Il y a des gens qui vont rester sur leur appétit, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis ça se passe sur un seul étage, comme tu le disais. Nous, on va essayer d'avoir un peu de fun là-dedans. On s'en va. D'ordinaire, la journée de presse, lorsqu'on allait faire la journée de presse, c'était chronométré, tu te souviens? Ça a commencé à 8 heures. Aux 15 minutes, on avait des présentations. Fallait passer d'un étage à l'autre. Des fois, certaines présentations s'étiraient, ce qui faisait qu'on devait condenser l'horaire. Cette année, ça se passe entre 9h et 9h30, puis après ça, c'est terminé. C'est ça. Ça va être spécial. En fait, c'est la conférence de presse du Salon de l'Auto de Québec il y a quelques années, mais qui est rendue à Montréal. Oui. Parce que, bon, c'est ça. Puis tu sais, rappelle-toi, il y a quelques années, on nous mettait dehors parce qu'il fallait installer les tables et les ustensiles pour le banquet de la soirée bénéfice. Qui aura lieu. T'sais, on était là pour faire des tournages, prendre des photos, discuter avec les manufacturiers. Puis, c'était le temps de nous mettre dehors. Ben ouais. Là, cette année, on va sortir, puis avant la pause de 10 heures. Là. Exactement. Bon, là, il y a François qui nous demande si on va signer des guides. Oui. Alors, je sais pas si tu as ton horaire avec toi. Nous, on va être là, pas nécessairement en même temps. Puis je pense que ceux qui veulent nous voir en même temps, ça sera mercredi en fin de jeudi en fin de journée où on va être présents tous les deux parce qu'on va faire notre live en direct là-bas. Oui. Mais sinon, on va être là à des plages horaires différentes au kiosque du Guide de l'Auto. Moi, j'y serai jeudi après-midi soir, vendredi après-midi soir et le dimanche. Moi, je serai là lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi et tous les soirs et toutes les journées de fin de semaine, je serai au kiosque d'autosuggestion, donc le commerce de voitures miniatures de collection. Où vous allez retrouver des Mazda, des Honda, des Acura, non, pas tant de Honda et d'Acura, même en miniature. Non, peut-être une ou deux au moins. Il y a plus de chances d'en voir là qu'au kiosque de Honda, en tout cas. Oui, et il y a beaucoup moins de délais de commande. Oui, donc, on peut payer et repartir avec la voiture miniature. Pas besoin d'attendre 2 ans pour l'obtenir. Mais avez-vous un taux de financement intéressant? Celui proposé par votre carte de crédit. OK, d'accord. Voilà. C'est comme, il n'y a pas de possibilité de faire ça en plusieurs paiements faciles? Non. Ah, OK, bon. Il n'y a pas de financement maison. Dommage. Paul, qui nous demande, salut Paul, il veut savoir évidemment si Suzuki va ramener le Jimny au Canada. Non, mais on a vu des photos passer d'une version à 4 portes ouais, la semaine dernière. Malheureusement, Suzuki n'est plus... Et les commentaires cumulent concernant l'intérêt d'aller au Salon de l'Auto. Oui. Miguel veut savoir si tu as des golfeurs en miniature. Moi, j'ai pas... Bon, Patrick qui dit qu'il ira pas au Salon de l'Auto. René qui dit qu'il va regarder le guide de l'auto, que c'est plus complet. Denis qui dit que ça va être le Salon Poirier. Bref... c'est pas loin de ça. C'est ça. C'est pas loin de ça. Mais non, oui, le Suzuki Jimny, 4 portes. Oui. Ben, je l'ai mis en 2 portes, moi. Oui, tu sais, un Wrangler aussi, en 4 portes, c'est comme si on étirait un petit peu la sauce, l'authentique et 2 portes. Mais on comprend que ce soit plus pratique, entre guillemets, avec 4 portes. J'aime ça parce que tu vas te faire demander ton inventaire de modèles réduits. Oui. Jérémy, ça, j'en ai tout plein. Ouais, ça, il n'y en a pas de problème. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais oui, donc on sera là plusieurs jours. Ouais. Et bon, tu en glissais un mot, le prix d'entrée est moins cher, donc l'organisation s'est ajustée là, parce qu'on est bien conscient qu'on en offre moins aux visiteurs. Là, ben écoute, faire le tour du salon, honnêtement, là, quand ça va t'avoir pris 1 heure. Ah mon Dieu, oui, hein. Oui. Maximum. Puis 1 heure après être sorti du wagon de métro, là. Tu sais, parce que
1 heure inclut le temps dans la file pour acheter ton billet, je pense. Non, mais sans blague. Ouais, je veux dire, le parcours sera très petit. Non, vous atteindrez pas vos 10 000 pas de la journée en faisant juste un tour du salon, ça c'est officiel. C'est ça. Mais en même temps, moi j'ai pu voir le kiosque de VinFast être assemblé. Ça peut être un beau contact pour des gens qui sont curieux face à cette marque-là. Bon, oui, on le sait, on a un kiosque au Carrefour Laval, mais en même temps, pour bien des gens, ce sera une première occasion de voir de près des véhicules VinFast. D'ailleurs, le Carrefour Laval est pratiquement rendu un nouveau salon de l'auto. À peu près ça aussi, Alors, voilà. Tu lis les questions. Il y a Yann qui dit, oui, je lis les questions parce qu'il y a Yann qui dit, attachez-vous donc, ils ont parlé de vous à Normando aujourd'hui. Ah, nous étant... je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont parlé d'auto. Parce qu'on s'attache pas dans la grosse brune? Je sais pas. Je sais pas. Mais bref, non, c'est ça. Il y aura pas tant de monde que ça. Puis faire le tour, ça va être assez rapide. Mais GM amène une panoplie de nouveautés. Incluant le concept. Oui. Le Buick Wildcat. Bon, ben, alors... En fait, on en profite et on a bien fait, si tu veux mon avis, parce que on sait que Ford n'est pas là et que Stellantis n'est pas là. On est le seul Américain présent sur place. Alors pourquoi ne pas en profiter pour mettre toute la gomme? Alors, est-ce qu'on s'amuse et on essaie de deviner à l'avance quel sera le nombre d'entrées au Salon de l'Auto de Montréal? Je veux pas... Je veux pas être pessimiste. Sachant que les dernières années, on était entre 175 puis 190 000. Oui. Tout dépendant s'il y avait un peu de neige, là. Puis des matchs de hockey, là. Écoute, bien honnêtement, si on a 100 000 visiteurs, ça va être le bout du monde pour moi. Ce sera une très grande réussite si on réussit à atteindre 100 000 visiteurs. Et si on a 100 000 visiteurs, oui. Est-ce que ces 100 000 visiteurs-là vont revenir en 2024? Ça, c'est une très grande question. Parce que toi et moi et les gens qui nous écoutent, bon, on suit l'automobile de très près et on le sait, attention, oui. On suit l'automobile de très près, on sait que ce ne sera pas pareil comme en 2020. Ça, c'est une chose. Mais monsieur, madame, tout le monde qui se magasine une auto pour la changer aux 5 ans et qui va au salon comme une activité familiale, personne d'être franchement déçu. Ben oui, parce que la moyenne des gens ne saura pas que non, Honda n'est pas là. On n'en fait pas mention dans la non, pub. C'est ça. Claude, il dit ça va être une baisse de 50 ouais. Luc, il dit va y avoir 100 000 maximum. Ouais. Mathieu qui dit qu'il va être là lundi. Bon, tu sais, c'est... Moi, j'ai bien de la misère à croire qu'on va aller chercher 100 000 personnes. Et si on le fait, tant mieux. Mais si on a 100 000 personnes, oui, ce sera inespéré, selon moi. Mais 100 000 personnes réparties sur 10 jours dans un espace comme le Palais des Congrès, hey, c'est tranquille, là. Au dernier salon du véhicule électrique, on a eu 40 quelques mille personnes 000, en 3 jours. C'était dense, il y avait du monde, il y avait de l'action. Tu sais. Un bon samedi, il y a quelques années, au Palais des Congrès, on avait 35 000 personnes, ouais. Un bon samedi. Ouais. Alors là, si on a 100 000 personnes sur 10 jours, amène-toi un jeu de patience, là. C'est sûr. Tu sais, tu vas te ramasser un journal de Montréal à l'entrée, tu vas faire des mots croisés. Ça va être là, long, hein? là. Ça va être long, ça va être long. Alors, c'est sûr que je veux pas être pessimiste, j'essaie simplement d'être réaliste. Ouais. Mais en même temps, puis c'est ça va être quoi l'ambiance aussi? Oui. Tu sais, parce que tu vas rentrer dans cette... C'est grand, là, le premier plancher, là. Oui. Puis, je sais qu'on n'est même pas capable de le remplir avec tout ce qu'on a là. Alors, j'ai hâte de voir, tu sais, puis ça va être quoi l'intérêt de se déplacer pour quelqu'un qui magasine si la moitié des marques qu'il cible sont pas présentes? Comme il y en a un qui me disait il y a pas longtemps, va sur le boulevard Tachereau, puis il fait des concessionnaires qui t'intéressent. C'est ça, là. Mais en même temps, je pense que les gens se sont ennuyés de ce genre d'événement-là. Ouais. C'est pas vrai que l'électrique répond à tout le monde. Non. Il y a des gens qui vont vouloir se déplacer, puis qui vont peut-être se déplacer juste pour aller voir VinFast ou juste pour aller voir telle affaire.
Parce que payer 13 $ pour aller voir la collection de Luc Poirier, ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Donc, au final, tu vois pour la première fois des véhicules VinFast. Ouais. Tu vois le trio de 5 Ferrari supercars de Ferrari et d'autres véhicules d'exception auto. Tu vois le kiosque d'auto, etc. Puis tu viens nous donner la main. Ça fait une sacrée belle visite. Non, ouais. non mais tu sais, tout est une question d'attente pour le visiteur. Celui qui magasine une nouvelle voiture compacte peut être déçu en arrivant là. C'est clair. Voilà. Il y a Normand qui dit 100 000 personnes à 18 $ l'entrée, ça fait 1,8 million. Aïe aïe, bonjour les pertes à venir. Oui. Et attention. C'était 18 $, c'est dorénavant 13. Alors ça, c'est 1,3 million. Ouais. Et oubliez pas une chose. De ce 100 000 personnes-là, ce ne seront pas 100 000 entrées payantes. Non, parce que, tu sais, est-ce qu'on compte, nous, quand on rentre tous les matins? Est-ce qu'on est comptabilisé? Tout. Certainement. On compte tout. Tous les billets de faveur qui sont remis aux employés de concessionnaires, par exemple. Tu sais, on a des amis qui travaillent dans l'industrie. Je pense que des billets de faveur cette année, il y en aura peut-être un peu moins qu'à l'habitude, là. Ben, on ne pourra pas se permettre de donner des billets comme ça, là. Oui, mais en même temps, on va vouloir avoir un peu d'affluence, là. Ouais. Alors, ouais. C'est toujours ça d'aller chercher l'équilibre, là. Et est-ce qu'il va y avoir des sandwichs dans la salle média, tu penses? Je sais même pas s'il y aura une salle média. Quoi que ce soit, tu sais. C'est ça. On avait aussi du café l'année passée. Peut-être qu'il n'y en aura pas. On rigole parce qu'évidemment, il y a plusieurs journalistes, pas juste du monde automobile, qui vont couvrir l'événement de toutes sortes de façons. Et il y a une espèce de salle de presse où il y a toujours un petit plateau de fruits, 2-3 sandwichs, puis un café. Puis moi, à chaque fois que j'y suis allé, il y avait plus rien. Mais bref, les paris sont levés. On va voir de quoi ça va avoir l'air cette année. Nous, on sera là. J'aimerais ça pour vrai que ça marche. Ben, bien sûr. J'aimerais ça. On serait les premiers contents, là. Parce qu'on aime ça, un salon de l'auto. J'ai encore de travers dans la gorge la décision de Stellantis. Ouais. Qui nous a envoyé en plus un communiqué cette semaine pour nous dire qu'on était fiers d'être présents au Salon de Toronto. Au Canadian International Auto Show. Mais on ne sera pas à Montréal. On ne sera pas à Montréal. Ça s'appelle... un peu, à quelques jours de l'ouverture du Salon de Montréal, de taper sur le clou une fois de plus en nous disant que c'est quoi, c'est en février, là, qu'on va être présent à Toronto. C'est un peu ordinaire. C'est clairement du on s'en bip. C'est carrément ça, là. Complètement. Ça n'a aucun sens. Puis, regarde, là, c'est pas parce qu'on n'a pas de budget, là. En passant, Ram a vendu plus de pick-up cette année que l'année passée au Canada. Les ventes vont très, très bien. Le bois mort est en train de s'éliminer de lui-même. On abandonne le Cherokee, c'est fini. Tu sais, bon. Mais ce qu'on veut vendre, on le vend. Puis on l'a. Puis on le vend à grand prix. Mais là, remarque, j'ai vu des publicités passer là, pour des rames avec des rabais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de rabais être en vigueur. Attends, là, un RAM... Je te dis pas que c'était développé... que c'était la fine pointe de la technologie, là, c'est pas ça que je te dis. Mais des rabais sur des véhicules neufs, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu. Moi, en même temps, à 8,99, tu peux même donner 1 000 de rabais. Là, Jen McCarthy qui est avec nous, qui dit cet épisode est sponsorisé par Boblé. On aimerait ça. Non, alors, les gens de Boblé, si jamais ça vous tente de le sponsoriser, pas de problème. C'est juste que... On est ouvert aux autres. C'est mal vu de prendre une 50 à bord d'une voiture. Fait que... Hein? Oui. Ça serait ordinaire. Hein? Oui. Bon, j'en ai perdu le fil. Attends un petit peu. J'allais parler de... Est-ce que Jen sera au salon? Ah, Jen, ben non. Non? Oui. Oui? Oui. Oui. Jen étant la représentante de Hyundai. Et, avec Marie-Lou? Avec Marie-Lou, voilà. Qui va être présente au salon aussi. Alors, bref, on va rencontrer quelques personnes. Non, on parlait de RAM. Bon, le RAM classique qu'on publicise en ce moment, avec effectivement des 5 000 de rabais, des taux de financement qui sont un peu plus agressifs qu'ailleurs, tout ça. Moi, je serais curieux de retourner 8 ans en arrière, 10 ans en arrière, de reprendre la même publicité qu'on avait il y a 10 ans
et de la faire jouer aujourd'hui. Et je suis certain que ça marcherait. Ben oui. C'est le même produit. Tu sais? C'est le même produit. Tout a évolué autour, mais ça demeure une formule intéressante. Mais il n'y a rien de plus payant au monde à vendre qu'un RAM. Oui, mais les acheteurs aiment ça. Ouais. Tu sais, c'est très cher, un DT. Les F-150, les Silverado. Les DT, ça se vend pas. C'est très, très, très cher. Les DT, ça se vend dans le grand luxe. Oui. Mais t'en vois-tu des DT très coûteux, là? Mais t'en vois-tu des DT Big Horn pas ou beaucoup. Tu sais, c'est ça. Fait que ce qu'on vend, c'est du RAM classique Express. Tu sais, c'est des packages pas compliqués. Parce qu'on les vend au prix d'une camionnette intermédiaire, là. Tu vas pouvoir obtenir, là, en forçant, un RAM classique au même prix qu'un Frontier, là. Oui, mais un Frontier, c'est 50 000 $. Ben, c'est ça. Ah ouais. Et tu vas obtenir une camionnette pleine grandeur pour ce prix-là. Oui, qui est capable de remorquer 9000 livres, puis qui a des capacités, voilà. puis oui, c'est ça. Ah oui, absolument. Bref, mais on fait de l'argent comme jamais on en a fait avec ces camions-là, parce que les ventes, bon, c'est une grosse majorité de ventes qui sont des classiques encore, puis je vois pas le jour où on va tirer la plug là-dessus. Aussi drôle que ça puisse paraître, c'est ben trop payant à vendre en ce moment, là. Mais peut-être que rendu à la prochaine génération, le DT actuel deviendrait le classique, là, mais en même temps... Ouais, mais le DT actuel commence déjà à vieillir peu. Ben oui. Tu sais, face à un F-150 qu'on a récemment modernisé, face au Chevrolet Silverado qu'on a modernisé, le RAM, là, il date de 2019, là. Ça fait déjà 4 ans. Oui. Tu sais, c'est comme, bon, toi et moi, on a essayé la Pacifica plug-in hybrid récemment, là, que tu conduis encore cette semaine, d'ailleurs. Ça aussi, là, ça a vieilli. Ça a vieilli, mais ça continue de bien aller. Oui, c'est confortable. Comme le RAM classique. C'est confortable, c'est doux, mais c'est que quand la Pacifica était arrivée, il y avait 20 ans d'écart avec une grande caravane, là, tu sais. Ça nous a jeté. Et puis 20 000 d'écart aussi. 20 000 d'écart aussi. Mais ça nous jetait en bas de notre chaise. Et là, ben, tu vois, qui a une Carnival qui est moderne. Toyota est arrivé avec une Sienna entre-temps. Donc, tout ça a fini par s'équilibrer. Mais je dirais pas qu'elle a vieilli, elle a juste avancé, là. Ouais. Puis il y a Claude Boucher qui nous dit qu'il est pas d'accord, mais on sait pas par rapport à quoi. On le sait pas. On le sait pas. Probablement avec quelque chose qu'on a dit. Oui, sûrement. D'accord. Mais, bref, on verra tout ça au Salon d'Auto de Montréal. On va voir comment ça se déroule. Puis moi, j'ai hâte de voir aussi l'affluence du Salon de Toronto qui va avoir lieu 3 semaines plus tard. C'est toujours autour de la Saint-Valentin, là, la journée de presse de Toronto. Alors, ça sent le Antoine qui a manqué quelquefois la Saint-Valentin. À Toronto, j'y suis pas allé à toutes les années, là. Non, c'est un peu une répétition de celui de Montréal. Moi, par contre, j'ai très, très, très hâte de voir celui de Québec, où les concessionnaires auront mis la main à la pâte, où ils auront été invités afin d'avoir une plus grande représentation des véhicules du marché. Mais ça, je vais y aller. Donc, on aura plus de véhicules à Québec qu'à Montréal, probablement. Plus de diversité, en tout cas. Une plus grande diversité et donc une meilleure raison d'être, si tu veux mon avis. Mais encore là, le défi, si c'est des concessionnaires, c'est d'être capable d'avoir l'inventaire pour aller mettre les véhicules attrayants sur place. C'est pas nécessairement évident. OK, fait que Claude, il nous répond, il dit, j'ai vu des Pacifica 9 à 63 000. Claude, moi, je dirais ceci, j'en ai vu à 73 000, 74 000. Ça n'a aucun bon sens. Une Pacifica Pinacle 4 roues motrices, là, on est à... Petit coussin, hein? Oui, on est à 70 000 passés facilement. Ça n'a aucun sens. T'sais, mais faut pas oublier mais les gens font ça tous les jours pour des VUS, puis c'est correct, mais pour des mini-fourgonnettes, ben, ça nous choque un peu. C'est ça. Alors, puis faut pas oublier un truc. On trouve que c'est cher, 72 000 pour une Pacifica tout équipée 4 roues motrices, ou même pour une hybride rechargeable tout équipée sur laquelle on va venir appliquer des rabais. Oui. Mais attention, une Chrysler Grand Caravan de base, qui est en fait une Pacifica 2016
avec la petite radio minuscule, sans équipement particulier. Noir ou blanc, des roues, ce qui était en fait une grande caravane SXT là, il y a quelques années, mais en formule Pacifica, mais ça, on nous vend ça 50 000 $ aujourd'hui. Et attention, regardez le taux de location, il est à 10 actuellement. Ça me semble alléchant, ça. C'est pas pire, hein? Oui. Tu loues ça là, à 10 de taux de location, là, c'est winner. Ça me semble une bonne affaire. Bon, Luc, il nous demande tout simplement, est-ce qu'on va y aller au salon? Ben oui, on va être là, évidemment, à plusieurs reprises. On en a parlé un peu plus tôt au cours du live, là. Moi, j'y serai jeudi, vendredi, le dimanche aussi. Toi, t'es là un peu plus en début de semaine, puis t'es là aussi au kiosque familial, parce que vous avez un commerce. Je serai là tous les jours à des heures variées. Ouais, c'est ça. Fait que ça va te coûter, grosso modo, 140 $ de stationnement cette semaine? Je risque de faire quelques voyages en métro. Ouais. Histoire OK. Qui en reste un peu pour acheter des pointes de pizza à 25 $. Luc voulait savoir si on allait à Toronto. Non, je pense pas me déplacer à Toronto. Non, mais Québec, oui. Québec, je vais y aller. Québec, oui. Mais Toronto, parce que ceux qui sont pas présents à Montréal seront pas présents à Toronto non plus, hormis Chrysler. Ouais. Fait que c'est pas juste. Des fois, il y a des petites nouveautés qu'on n'a pas vues à Montréal, mais encore là, je vois pas ce qu'on verrait de plus cette année à Toronto par rapport à Montréal. Est-ce qu'on amènerait, par exemple, à Toronto, le Ram 1500 Révolution? Oh, jamais. Non. À Toronto? Je sais pas. Je pose la question. Peut-être. C'est une bonne question. En fait, tu sais, si Stellantis est présent à Toronto, c'est parce qu'on a des annonces politiques à faire. Ça, c'est évident. Parce que on le sait que les usines de GM, Ford, Chrysler sont en Ontario. On est en train de transformer les usines de chacun de ces constructeurs-là. L'usine de GM qui fabriquait des Equinox fabrique maintenant des camionnettes électriques ou des fourgons électriques qu'on appelle Bright Drop. Bright Drop, exactement. Bon, du côté de chez Chrysler, on va fabriquer assurément des batteries de véhicules électriques dans l'usine où on fabrique actuellement la Pacifica, qui, selon toute vraisemblance, va disparaître du marché. On sait aussi que les Charger Challenger, ça s'en va de là. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'usine? On va sûrement faire une annonce aussi. Et du côté de chez Ford, ben, on fabrique le Edge actuellement. C'est terminé. En termes de bois mort, on n'est pas plus. Oui, c'est ça. Fait que, alors, des emplois d'ici, pour les gens d'ici, pour fabriquer des véhicules ici. Hein? Oui, ça va ressembler à des belles annonces. On est très fiers avec les petits cheveux avec du gel sur le côté, là, puis ça va être des belles annonces. Très pointe de jugement? Petite pointe de... OK. C'est toujours pareil. Il y a Samuel qui dit on va avoir des e-Charger. Non, des Charger. Ouais, mais nous autres, on a une e-Baron. Oui, voilà. OK. Je voulais glisser un mot sur Suzuki, mais avant de faire ça, tu avais une question du jour, toi, qu'on a complètement oublié de Dans le feu de l'action, on l'a oublié. Ouais, c'est ça. Donc, on veut savoir quelle est l'année de la Buick Roadmaster qu'on peut voir dans le film Rain Man ou L'homme de la pluie au Québec. Ça s'appelait L'homme de la pluie? Oui, j'ai jamais entendu ça avant, mais c'est la traduction faite pour le Québec. L'homme de la pluie. C'est assez mauvais, ça. C'est très mauvais. J'ai jamais vu ça, moi non plus. Ouais. T'es sûr que c'était pas pour la France? Non, c'était pour le Québec. Parce que souvent, en France, ils vont utiliser le nom anglais, tout simplement. Ils ont pas cette... Ils se cassent même pas la peine. OK. Ils se cassent même pas la peine. Tu sais, par exemple, le Fast and Furious, là, en France, ça s'appelait Fast and Furious. Là. Il y a juste au Québec qu'on a appelé ça Rapide et Dangereux. Ouais. Voilà. Okay. Ou Fergus and the Fergus pour les intimes. Ça, si vous savez pas ce que c'est, Fergus and the Fergus, comment on peut aller chercher ça sur Internet? Merci Mathieu pour les étoiles. Moyennant une recherche sur Google, il y aurait moyen de retrouver ça. Là. Donc, Vox Pop, Saint-Eustache, Paul Walker, là, ça peut donner... Revival. Quelque chose comme ça. Là. C'est un Vox Pop qui avait été... Un rassemblement qui avait eu lieu à Feu Autodrome Saint-Eustache. Pour commémorer la mort de l'excellent acteur Paul Walker. Et voilà. Donc, on avait tourné cette douce capsule avec une pointe d'ironie. Juste une pointe d'ironie. Ouais, c'est ça. En fait. Bon, je voulais vous parler de Suzuki parce que ça va faire 10 ans bientôt que Suzuki est disparu du marché canadien. Oui. Et
c'est drôle, mais ces temps-ci, je reçois énormément de questions de gens qui ont un petit budget puis qui veulent s'acheter une SX4 puis qui se demandent si c'est un achat viable puis ça va être un problème pour les pièces parce que Suzuki n'existe plus. Et là, j'ai fait, c'est vrai, ça fait bientôt 10 ans que Suzuki n'est plus là. Et le règlement ou la loi stipule qu'un constructeur automobile, s'il décide de quitter le marché, doit être capable de continuer de fournir des pièces pour la réparation de ces véhicules-là pendant une période de 10 ans. Après quoi, on peut s'en aller puis arrêter ça là. Ça va faire 10 ans en décembre 2023. Et là, ben évidemment, tu veux t'acheter des pièces neuves Suzuki, tu fais quoi demain matin? Ben même alors que le constructeur est obligé d'en fournir, ça peut être périlleux, là. Ben c'est parce que, les gens savent pas où aller. Moi, je me suis rendu compte que ce sont d'anciens concessionnaires Suzuki banniérés d'autres marques aujourd'hui qui continuent de vendre des pièces à gauche, à droite. Mais moi, j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises d'aller, sur le site de Suzuki Canada pour essayer de trouver de l'information. Où puis-je acheter des pièces d'automobiles Suzuki? Pas de son, pas d'image. J'ai des contacts dans l'industrie automobile. J'ai essayé de rejoindre 2-3 personnes chez Suzuki Canada à Toronto parce qu'on n'a plus de bureau régional au Québec. Pas de retour d'appel, rien. Mais quand tu dis pas de son, pas d'image, je me suis souvenu, en passant sur l'autoroute 440, que Grenier Chevrolet est un ancien concessionnaire Suzuki. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on a encore la bannière sur le côté de la bâtisse. Alors, j'ai téléphoné là-bas et j'ai pu parler au directeur des pièces qui m'a dit, oui, effectivement, on est encore en mesure d'avoir des pièces Suzuki. On est tenu de les avoir en inventaire. Pas de les avoir en inventaire, mais de pouvoir les offrir si demande il y a. Mais disant, toi et moi, depuis quelques années, on vend plus rien. On tient pas de pièces en inventaire, mais à peu près tout est disponible sur commande. Le problème, c'est que les prix ont explosé. Donc, une pièce qui valait 100 $ il y a quelques années est rendue 200, 300, 400, si bien que personne qui va acheter ça là. Mais au-delà de cette situation-là, il y a personne qui sait qu'on peut continuer d'acheter des pièces chez un concessionnaire qui a fermé ses portes il y a 9 ans. Tu sais, puis Suzuki en parle pas. Fait qu'autrement dit, oui, on respecte la loi, c'est-à-dire qu'on continue de fournir si demande il y a, mais on fait tout pour pas en vendre. Incluant proposer des prix complètement c'est ça. Exagérés, là. Puis là, j'ai sorti l'exemple d'une transmission CVT sur une Suzuki SX4 2012 parce que les dernières années des Suzuki. Bon, puis quand je recommande l'achat des Suzuki, c'est SX4 Grand Vitara. Tout le reste, vous oubliez ça, là. Kizashi, c'est pas... une Kizashi, c'est une bonne auto. Oui. Hormis la transmission CVT. Oui. Le problème, c'est qu'on en a vendu 23. Oui. Fait que bonjour, trouver des pièces. Ça, c'est un sérieux problème. Il n'y a pas eu de diffusion. Fait que les pièces pour ça, c'est introuvable. Vous avez un accident demain matin, là, trouver un phare pour ça, il n'y a personne qui va réussir à vous trouver ça. Fait que c'est le problème. Mais pour un Grand Vitara, pour une SX4, berline ou hatchback, et qui plus est 4 roues motrices parce que c'était les plus intéressantes, ça vaut la peine. Oubliez les Swift Plus, les Verona, les XL7. Qui étaient des GM des Daewoo, c'est ça. Bon, oui. ça, on oublie ça, là. Mais une SX4, c'est une super bonne voiture, très solide. Quand elles sont en bonne condition, elles valent encore assez cher. On peut payer 6, 7, 8 000 là, pour une SX4 en super bonne condition. Il y a 10 ans et plus. Il y a 10 ans et plus. Mais tu sais, une petite voiture 4 roues motrices qui va super bien et qui a comme seul défaut, pour vrai, d'être un peu gourmande. Et dans le cas de la transmission CVT, d'être un peu plus fragile que la 4 vitesses automatique. Alors, si vous avez le choix entre les deux, vous optez pour... Paul Simons, il dit, Paul Simons qui dirige, qui s'occupe de Kenny Upol, dit, on a 61 SX4 et 8 Kizashi dans les Kenny Upol à l'heure actuelle. Voilà. Fait qu'il y a des pièces de disponibles. Merci, oui, Paul. Mais plus pour des SX4 que des c'est Kizashi. Ça. Hein? C'est ça. Alors, Max, il dit, c'est quoi le nom du char? Vous êtes assis dedans. Ah! OK. Une AMC Matador. Oui, une AMC Matador 1978. Oui.
Voilà. Donc, il y a possibilité d'avoir des pièces, évidemment, dans des centres de recyclage comme Kenny Upul. Merci, Paul, pour la plug. Et vous pouvez aussi aller chez des revendeurs de pièces, là, Bien sûr. des magasins de pièces spécialisés. Parce que des plaquettes de frein, des éléments de suspension, de direction, tout ça, vous n'aurez pas de problème. C'est plus pour des morceaux de finition, de carrosserie, où là, ça commence à être problématique. Puis à ce moment-là, ben, se tourner vers des centres de recyclage, c'est la solution. Mais tout ça pour dire que Suzuki est sur le point de cesser ses activités et que si vous voulez avoir des pièces neuves, ça se peut encore, mais ça n'a juste pas de bon sens. Et tu donnais l'exemple là, de la transmission CVT. Oui, j'ai pas dit le prix. Combien on vend ça? Ouais, une transmission CVT pour une SX4 2012 chez Suzuki, donc acheter neuve chez Suzuki, c'est 9 450 $ et 25. Et on peut l'avoir, là. On peut l'avoir. On te l'amène du Japon juste pour toi. On enlise un avion, puis on te l'amène, là. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas ça ici, là. Ben, je sais pas si au warehouse à Toronto, on n'a pas encore un peu de pièces. On n'a pas le choix, là. Il y a Carl Parent qui dit c'est pareil pour ma Kia Amanti 2005. Oui, qui est en train de restaurer sa Amanti. Ah oui, tu le connais? Oui. Ah, OK. Carl? Vous allez être heureux. Restaurer une Amanti, il faut être franchement motivé. Et c'est un hasard parce que c'est la brochure de la semaine. Ouais, fait qu'on peut en parler tout de suite. La Kia Amanti qui avait été lancée en 2005. Moi, j'ai 2004, pardon. Et j'avais assisté au dévoilement canadien de cette voiture-là. Wow. Qui avait tantôt des airs de Mercedes de classe E, de Jaguar, de Chrysler, je vais te dire le nom, LHS, la partie arrière, tu sais, c'était un mélange d'un peu n'importe quoi. C'était extrêmement confortable comme auto, c'est un salon roulant, ça consommait, comme dit mon collègue Mathieu Roy, ça buvait comme une équipe de balle molle. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là, c'est tout sauf dynamique, là. C'est mou à un niveau incroyable. Mais, honnêtement, c'était une auto, bon, avec du faux bois qui était extrêmement faux, puis, mais, tu sais, on y croyait même pas. C'est parce qu'à cette époque-là, oui. Kia avait pas l'image d'un constructeur qui faisait dans le luxe. Alors, d'arriver avec ça, avec un design un peu kitsch, honnêtement, on riait de ces autos-là, puis on n'en a pas vendu beaucoup, puis c'est disparu assez rapidement. Mais c'était quand même un peu mieux que ce que Hyundai avait fait avec la XG300 avant. Qui est une autre mauvaise tentative de faire dans le luxe, mais en même temps, on a Genesis aussi maintenant, et c'est avec des essais, on a tenté le terrain, oui, ben oui. C'est ça. Parce que la XG, en fait, c'est une Hyundai Grandeur, là. On vendait ça sous le nom de Hyundai Grandeur en Corée du Sud. C'est une voiture qui a connu beaucoup de succès là-bas, mais chez nous, de que c'est que ça mange en hiver une XG300 quand t'avais n'importe quoi d'autre sur le marché. Et que personne connaît encore la marque Kia, là. Tout était encore à développer, là. Ouais. Fait que c'était assez particulier. Moteur 3.5 litres, 200 chevaux de puissance, je pense. Sa mémoire est bonne, là. Je regarde les specs. C'était particulièrement mollasse. 200 chevaux de puissance, 220 livres de couple. Est-ce qu'on avait la cote de consommation? On parlait de 14.3 litres au 100 en ville et 8.7 sur route. Et ça m'apparaît très optimiste. Parce qu'une moyenne combinée était à 14-15 facilement. Hey, pour 200 chevaux dans une berline comme ça. Puis écoute, là, je te le dis, là, tu prenais un virage avec ça, les poignées de porte allaient frotter à terre. C'était effrayant le roulis. Là. Mais, bref, c'était assez drôle. C'était assez drôle comme auto. On peut parler de Corvette? Oui, parce que la semaine passée, quand on s'est laissé, tu étais sur le point de t'envoler vers c'était au Michigan, hein, c'est ça? Ouais. Pour aller voir et monter à bord de la Corvette Eurey. Eurey. Ouais. La première Corvette hybride, bien sûr, mais aussi la première Corvette à 4 roues motrices. Écoute, c'est quelque chose parce que même si ça fait bien au-delà de 20 ans que je fais le métier, je n'avais jamais mis les pieds au Proving Ground de General Motors. Le hasard aura fait que. Et je me suis retrouvé
Bon, évidemment, Eric, il dit Kia a menti sur sa consommation. Elle est excellente. Oui. Mais je me suis retrouvé au Proving Ground là-bas pour aller pour qu'on me présente la Corvette E-Ray et qu'on me fasse faire un tour. J'ai pas eu le droit de la conduire. Mais vous donnez une idée de ce que c'est le Proving Ground de GM, là. Prenez la ville de Saint-Eustache, faites-en un terrain privé, mettez des circuits, des routes, des parcs, des boisés. C'est comme le circuit de Transport Canada, mais x10. C'est gigantesque. C'est à Milford, au Michigan. Je sais pas quelle est la dimension totale, honnêtement, de cet endroit-là, mais c'est véritablement une ville, là. Il y a des milliers de personnes qui travaillent là. Et ce qu'il y a de plus particulier quand on arrive et qu'on passe les guérites, après avoir signé des documents de sécurité et tout ça, et après qu'on ait mis un autocollant sur ton téléphone cellulaire pour que tu ne puisses... Prends pas de photo du Traverse de nouvelle génération que tu vas croiser. Et c'est ça. Alors, Traverse, Colorado Canyon, des Bolt expérimentales avec toutes sortes de gadgets qui se conduisaient tout seuls. Des navettes autonomes, le Bright truc, le Drop qu'on parlait tantôt, le fourgon commercial, on va l'avoir. J'ai vu ça. La Cadillac Celestique, j'en ai vu plusieurs circuler là-bas. Des Corvettes Z06 avec des toutes sortes de trucs de test. Je soupçonne avoir vu une Corvette électrique. Ah oui? Mais je suis pas capable de te le confirmer. Est-ce qu'elle avait une plaque verte? Ben, c'est parce que j'ai pas vu d'échappement. Ah. Fait que c'est ça qui me... Donc, une Corvette C8, comme que j'ai vu passer, voir. Mais il y avait pas de... En tout cas, s'il y avait un échappement, il était pas apparent. Puis, de la façon que c'est fait une Corvette, t'as un échappement. Fait que ça, j'ai trouvé ça curieux. J'ai vu une Camaro aussi avec le devant tout en camouflage. OK. Puis, on nous laisse à croire que 2023, ça serait la dernière année de la Camaro. Mais en même temps, j'ai su de source sûre qu'on avait cessé la production de la Camaro 2023 en ce moment. Qu'il n'y aura plus de production pour la 2023, c'est déjà terminé. Donc, si c'est le cas, il y aura une 2024, puisqu'autrement, on l'aurait annoncé. Ouais. Et s'il y a une 2024, ça sera probablement la dernière année, et donc on en profiterait peut-être pour faire une édition quand même... Pourquoi ce serait la dernière année? Pourquoi on ne tirerait pas encore et encore et encore? Ben, parce que les rumeurs sont trop fortes, oui, là. Oui, mais les rumeurs étaient là pour 2022, puis 2023, puis là, 2023. Mais là, ce que j'ai vu, c'est la partie avant seulement qui était camouflée. Est-ce qu'on a décidé de redessiner des trucs pour une édition commémorative dernière année de production, par exemple? Difficile à dire. Mais bref, c'est pas terminé pour la Camaro. Alors, c'est ce que j'ai pu comprendre. J'ai vu le nouveau Chevrolet Trax qui va arriver prochainement. Ça, complètement ouvert. Ça circulait partout. Bref. Je pense qu'il sera même au Salon de l'Auto. Oui, fort probablement, parce que ça va être lancé d'ici quelques mois à peine sur le marché. Toutes les variations de Colorado Canyon nouvelle génération, pour venir te le dire. Bref, tout était là. Et oui, j'ai vu ce qui va être les futures Traverse ou Acadia chez GMC. Et Enclave. J'ai vu un Cadillac un VUS Cadillac que je ne suis pas capable d'identifier. Donc, probablement quelque chose qui va remplacer, par exemple, l'actuel XT5. Qui pourrait être électrique ou c'était difficile de... c'était pas évident parce que tu es dans une navette, tu te promènes. Ils font pas exprès pour te les montrer. Non, mais en même temps, tout est là. Fait que c'est vraiment, vraiment fascinant de voir tout ça. Puis finalement, on m'a amené dans ce hangar où on avait placé 2 Corvettes E-Ray, donc une voiture complète et une voiture complètement déshabillée pour nous montrer l'ossature de la voiture et toute la technologie électrique qui s'y trouve. Grosso modo, est-ce qu'il y aura des versions bleues qu'on appellera Blu-ray? Oui. D'accord. Oui. Poursuis. Lâche pas. Puis en 5 minutes. Ouais, c'est ça. Puis bref, couper décapotable, c'est offert. Puis la distinction, c'est pas compliqué là. Prenez une Corvette Stingray,
donnez-lui les voies, les roues, les freins d'une Z06, donc freins carbone céramique, les voies qui sont plus larges, les roues optionnelles en fibre de carbone, ça c'est disponible. Mais bref, t'as le stance, t'as l'assise d'une Corvette Z06. Avec le moteur de la Stingray à 495 chevaux, la même transmission, tout le bloc moteur arrière, c'est identique, sauf que sous le tunnel de la console centrale, tu as une batterie de 1,9 kWh et tu as un moteur électrique en avant qui permet d'aller chercher une puissance max combinée de 655 chevaux, 595 livres de couple. Et ce que moi, j'ai trouvé de plus particulier, c'est que, bon, ça vient ajouter 300 livres au véhicule, grosso modo. C'est quand même considérable, mais ça amène aussi pas mal plus de puissance. Ben, 655 chevaux. Et là, tu prends place à bord. La seule chose que tu vas constater, c'est que tu as un bouton sur le côté de la console qui est ici pour régénérer de l'énergie quand tu es sur le point de rentrer à la maison, de façon à recharger au maximum les batteries de la voiture pour le moment où tu requitteras. Sinon, on s'en fout, là. Bon. Après ça, tu as une instrumentation qui lui est propre parce que tu as compris que c'est une hybride. Donc, ça t'indique que tu roules en hybride, puis après ça que tu passes. Verts, là, non. Parce que disons que l'hybridation n'est pas là au service de l'économie, c'est plus de la performance. Mais ce qui est le fun, c'est que tu pars avec la voiture en mode stealth. On appelle ça en mode stealth, donc en mode furtif, en silence. À ce moment-là, jusqu'à hauteur de 45 000 à l'heure, donc un peu plus de 70 km/h, tu peux rouler en 100% électrique jusqu'à un maximum de 6 km. Après ça, veux pas, le moteur à essence va entrer en fonction. Et là, tu roules comme ça, mais quand tu roules en mode 100% électrique, c'est une traction. Ça doit être bizarre. C'est curieux parce que une Corvette à roue motrice avant, tu fais, hein? Oui, mais le moteur électrique est sur l'essieu avant et achemine la puissance aux roues avant. Il n'y a pas d'arbre de transmission, évidemment, tout se fait de façon électronique. Mais quand le moteur à essence embarque, boum, la grosse majorité de la puissance est envoyée à l'arrière. Et là, tu vas te retrouver avec une 4 roues motrices. Mais une fois que le moteur à essence est mis en fonction, il n'y a pas de possibilité de revenir en mode électrique. Donc, si tu sors de l'autoroute, tu arrives en ville, tu rouleras pas en électrique comme avec une Prius. Tu sais, c'est pas ça. Le moteur à essence va toujours demeurer en fonction pour t'offrir la possibilité d'avoir constamment les 4 roues motrices. Et la batterie ne se déchargera jamais au complet, justement parce qu'on veut toujours être capable de te donner un certain couple sur l'essieu avant si jamais tu as des besoins en ce sens-là. Donc, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais en technologie hybride, chez GM, on nous a pas proposé grand-chose d'incroyable. Non. Puis, on a eu la Malibu hybride, on a eu Saturn Vue hybride. On a eu les hybrides 2 modes dans les gros camions. Oui, mais c'était rien d'exceptionnel. Et là, est-ce qu'on vient pas nuire à la Corvette ou arriver avec quelque chose qui aura pas fait ses preuves ou en fait, c'est pas compliqué. Ce qu'on fait avec cette auto-là, c'est d'amener une transition vers ce qui s'en vient réellement, qui va être la future Corvette entièrement électrique. C'est écrit dans le ciel. Pas besoin de te dire qu'on ne l'a pas confirmé, mais c'est écrit dans le ciel. Et ce que ça a comme avantage, cette voiture-là, c'est toute la puissance que ça amène, oui, mais c'est toute la maniabilité. Alors d'abord, côté puissance, je me suis tapé 3 départs canons, donc des launch control, en tant que passager dans cette auto-là. 2,5 secondes pour le 0, 60 000 à l'heure, donc 97 km/h. C'est très rapide. Quart de mille en 10,5 secondes, donc même plus rapide qu'une Z06, parce que tabarouette, t'as ce départ. La traction des 4 roues aussi. Là, mais quand tu fais ça, là, ce qui est le plus fascinant, c'est que tu entends à la fois le gros silement du moteur électrique et le vrombissement du gros V8 en arrière. Fait que tu as 2 technologies complètement différentes, amalgamées ensemble. Tu as l'impression d'une navette spatiale. C'est complètement flyé comme technologie puis comme feeling. Ça se compare avec rien d'autre. Mais ça pousse, ça n'a aucun sens. Puis ça arrête jamais. C'est vraiment, vraiment une bombe. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que, bon, évidemment, le pilote qui était avec moi, c'est un gars qui a travaillé à la recherche et au développement de l'auto. Mais on avait aménagé un circuit sur ce qu'on appelle le Black Lake.
là-bas, imaginez-vous 16 acres d'asphalte. C'est un lac noir d'asphalte. Le rêve de Valérie Plante. Oui, c'est ça. Oui, avec des corvettes, le pied dans le fond qui brûle du bitume. Mais c'était incroyable de voir comment cette auto-là, écoute, on s'en venait, là, j'oserais te dire, là, 120, 130 000 à l'heure, sac un coup de roue, rentre à travers les cônes. J'ai dit, c'est sûr qu'on le fait pas. L'auto, les forces G, ça colle, ça mord. Pas de sous-virage. La voiture peut survirer légèrement si tu lui demandes pour te donner un petit peu de drift, tout dépendant du mode de conduite que tu vas sélectionner. Mais elle ne sous-vire pas. Ça mord instantanément. Il y a une limite à un moment donné, c'est sûr, là. Oui. Mais moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti. C'était incroyable de voir ce qu'elle était capable de faire. Et ça, il n'y a aucune autre Corvette qui est capable de faire ça. Jamais. Fait que c'est une question très plate. Ouais. Est-ce que le fait qu'elle soit hybride, tu disais, bon, c'est pas au service de l'économie, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura des gains de ce côté-là aussi ou pas du tout? Bon, non. C'est vraiment vrai, que pour la performance. Pour vrai, là, ce que tu vas économiser, c'est le 2, 3, 4 kilomètres que tu vas rouler en électrique en partant de chez vous. Fait que, de ce côté-là... Mais après ça, ton V8 en arrière, il consomme comme d'habitude, là. Ouais. Il consomme pas moins parce que tu as un moteur qui vient l'assister, parce que ce moteur-là est pas là pour l'aider, il est là pour donner plus de performance. Fait qu'oubliez ça, t'achètes pas ça pour la consommation. D'ailleurs, c'est même pas une question que j'ai pensé poser. Ouais. C'est pas, tu sais, ça, c'est pas ça la vocation. Vraiment pas. Combien ça coûte? 128 798 $, prix de base pour une Corvette E-Ray, pas d'option. Fait que ça va être affiché à 199 000 par des concessionnaires concurrents de Chevrolet ici, puis voilà. Paul Simon, il est un petit peu trop en forme, là. Il dit, est-ce qu'il y a une nouvelle Cadillac XLR en vue? Ah! Non, il n'y a pas de nouvelle Cadillac XLR en vue. T'as pas vu ça là-bas? Non, j'ai pas vu ça là-bas. Puis je pense que, comme tu dis si bien, Germain, le principe d'une erreur... c'est de ne pas la répéter! Voilà! Fait que, voiture bien intéressante. C'est une 2024. Ça va arriver à l'automne, au compte-gouttes. Puis les listes d'attente sont déjà... bon, pas besoin de te dire. Ça sera pas au Salon de Montréal non plus. Ben non, évidemment. Ben non, c'est ça. Brochure de la semaine, on l'a déjà faite. Oui. Hein? Puis j'ai même celle de la dernière fois que j'avais pas ressortie, qui était la gamme Porsche. Oui. C'est quoi ça, 944, 911 de 86, là? C'était pas pire, ça. C'était pas laid. Ouais. T'as vu quoi? Ah, ben, comme ça, on est en plein hiver, j'ai pas vu grand-chose de bien excitant sur la route, mais j'ai vu des policiers intercepter un véhicule qui était un igloo mobile. Hein? On en parle souvent de l'igloo mobile. Ben, j'ai enfin vu quelqu'un se faire arrêter pour ça. Et c'était quand même un peu satisfaisant de voir cette personne en bordure de l'autoroute 15 samedi matin, déblayer son auto avec la Sûreté du Québec sur les clignotants derrière. Alors, voilà, tu voulais économiser 5 minutes. Tu n'as pas gagné 5 minutes. Bon, alors, moi, j'ai pas vu grand-chose de particulier non plus sur la route, mais j'ai vu sur l'autoroute 13, direction Montréal, un convoi de camions, des vannes de transport, dans la voie de dépassement, alors que les voies d'à côté étaient libres. Ben oui. Je sais que mon ami Pierre Michaud est allé d'un élan de frustration en parlant de ceux qui restent stationnés dans la voie de dépassement il n'y a pas longtemps sur les internets. Et j'ai trouvé ça très intéressant de sa part parce que on dirait que c'est une notion qui n'existe pas au Québec, là. Non. Quand un camionneur est pas capable de se tasser. Limité à 105, alors que la circulation roule à 119. Là, c'est tous des camions d'une compagnie de l'Ontario, puis tu reconnais ça s'en va tout prendre la 40 puis la 401, là. Ils sont tous parkés dans votre dépassement, puis ça bouge pas. Y a-tu un policier là qui nous suit là aujourd'hui? Y en a-tu un qui peut m'expliquer pourquoi on donne pas des tickets pour ça? Parce que c'est facilement contestable, tout simplement. C'est pas vrai, là, ça me dépasse, là. C'est plate, là? Ben, en fait, non, ça te dépasse pas. C'est toi qui dépasse, là. Mais ça, c'est moi qui fais l'infraction en les dépassant de l'autre bord. Ouais. Tu sais,
Ah non, on a des vrais problèmes sur la route. En pleine tempête, là, vendredi dernier, d'allumer ses phares, là, c'est la moindre des choses. De déneiger son véhicule, c'est la moindre des choses. De pas coller le véhicule qui te précède, c'est la moindre des choses. De te stationner aussi, pas trop en sans dessin, mais on fait comme on peut avec le déneigement qui était pas commencé. Mais oui, toutes des règles de base, j'ai envie de dire qu'on a bien de la misère à suivre. On est de très mauvais conducteurs. Tu me parles de phares allumés, là. Oui. Bon, on le sait, là. Les Honda, les Ford, là, c'est les pires parce que la planche de bord est allumée puis les gens qui conduisent, ils savent pas que les phares sont pas allumés puis il n'y a pas de phare automatique comme dans un GM. Tu conduis un véhicule le soir, là, en pleine nuit, puis les phares sont éteints. Tu vas t'en apercevoir que tu vois rien devant. Tu sais, regarde plus loin que ton tableau de bord et tout va bien aller. Le pire, là, c'est que tu vas conduire un Ford Escape, là. Oui. OK? T'es sur le métropolitain, c'est très bien éclairé, t'as tes feux de jour en avant, ta planche de bord est toute allumée. Si tu ne remarques pas que ton témoin de phare n'est pas allumé, tu le sais pas. Moi, je peux pas en vouloir tant que ça à ceux qui conduisent ces véhicules-là. C'est un vice de conception. Ça m'amène à dire que pour 2023, il n'y a pas un règlement qui est passé. Oui. Transport Canada oblige les véhicules à être équipés de phares automatiques, ce que GM propose depuis le début des années 90. Ben oui. D'ailleurs. Oui. Tu sais, c'est pas, comme on dit, j'avais ça rocket science. Mais j'avais ça dans ma Dodge Colt 200 GT 1990. Moi, je démarrais cette voiture-là, tout s'allumait. Ben oui. Voilà. Tu sais, c'est comme... pose pas de questions. Bon. Mais je sais pas pourquoi... j'ai pas constaté que toutes les voitures 2023 l'avaient, là. Ouais. J'ai pas... merci Gino pour les étoiles. J'ai pas constaté ça, là, encore. Là. OK, mais pourtant, c'est le cas, là. C'est le cas. Fait que, au moins, on a ce problème-là de partiellement réglé, là. Mais ça n'empêche pas que, oui, ça aussi, c'est un fléau, puis on donnera jamais de ticket comme ça. Comme on donnera jamais de ticket pour un clignotant. Non. J'en ai suivi un, là. On dirait que c'est tout le temps des Land Rover, hein. Ah, mais dans leur cas, ça se peut qu'ils soient brisés. Non, mais est-ce qu'un Range Rover, ça a des clignotants de série ou c'est une option que le gars n'a pas pris? Bonne question. Tu sais, on dirait que c'est souvent ça. Ça, c'est aucunement scientifique, ce que je vous dis. C'est une observation. Mais je n'ai suivi un l'autre fois, là, tu sais, puis tu sais comment c'est fait dans mon quartier, là. Il y a 78 000 stops avant de se rendre ici. Puis tu tournes, jamais un clignotant. Jamais. Ça n'existe pas. Tu sais, c'est comme, come on. C'est la réalité. C'est la réalité. T'avais-tu une question? Oui, elle est très longue. J'espère que tu es en forme. Okay. On a Stavros qui nous écrit « La famille s'agrandit, nous avons besoin de plus d'espace. Nous avons un mode de vie actif, félicitations, et sommes régulièrement sur la route avec les enfants et le chien. Je recherche une mini-fourgonnette ou un VUS intermédiaire à 3 rangées qui a des bancs séparés dans le milieu ainsi qu'un espace vide à plat entre ces bancs. » Coucou le chien. La traction intégrale est un critère ferme. La Sienna avec la traction intégrale serait convenable, mais nous la trouvons terriblement laide et avons de la difficulté à avaler cette pilule. Pour avoir eu un produit Chrysler dans le passé, je ne regarderai pas du côté de la Pacifica. Autrement, le Volkswagen Atlas semble avoir ce que nous cherchons, mais j'ai un peu peur de la fiabilité à long terme, étant donné que nous désirons garder le véhicule de 5 à 10 ans. Avec un kilométrage annuel d'environ 20 000 km. Le Highlander hybride et le Pilote n'ont pas cet espace entre les deux bancs du milieu que nous recherchons. Nous avons peu d'intérêt pour Kia et Hyundai et leur Telluride et Palisade respectifs. Nous travaillons avec un budget de 55 000 $ et moins. J'aurais nommé le Telluride. Ouais. Pour vrai, si c'est un véhicule peut-être pour lequel vous n'avez pas d'intérêt, mais êtes-vous allé le voir, l'avez-vous essayé? Oui. Parce que c'est la machine dans ce segment-là. Ça gagne à être connu. Quand c'était arrivé, on les avait tout de suite placés au sommet du palmarès, en se croisant les doigts pour la fiabilité. C'était le seul bémol pour lequel on ne pouvait pas se prononcer. Et là, je ne sais pas par contre. C'est arrivé en 2019. Telluride 2020. 2020, en cours d'année 2019 pour 2020. Ouais. Oui, on les a rafraîchis légèrement pour 2023. C'est des produits très convaincants. Là. Ça, oui. J'ai pas non plus encore conduit le Pilote 2023
Et j'ai l'impression qu'on va s'être adapté à bien des trucs, mais ça me semble être un produit très convaincant. Ouais. Mais je veux revenir sur la Sienna. OK, elle est pas belle. OK, c'est pas excitant. OK, c'est une minivan. Oui, je suis d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher la version pseudo-sport XSE qui fait croire que tu es dans un autosport. C'est pas ça. Mais il n'y a rien pour arriver avec ça en termes de côté pratique. J'en ai conduit une la semaine passée. L'espace est caverneux là-dedans. Tout est bien aménagé. C'est un peu bruyant. Oui. Et j'ai trouvé aussi que lorsque la banquette de troisième rangée est rabattue au niveau du sol et que tu roules sur des routes chaoteuses ou abîmées, les banquettes sautent. J'ai trouvé ça, ça prendrait un petit truc pour les fixer, là. Ça, je trouvais ça un peu weird. Mais c'est un véhicule génial. Tout ça pour une consommation en hiver moyenne, sans avoir fait attention à 7.7. Bon, c'est ça. Tu sais, 4 roues motrices, hybride. Il y a de la puissance en masse, tout. Pour vrai, là. Donc, pour une famille avec un chien puis tout ça, là. C'est génial. Oui. Moi, avec la compagnie, j'ai une Kia Carnival que j'adore, mais qui a pas les 4 roues motrices, qui est aussi très bien faite. Puis j'ai pas le choix d'admettre que la Sienna, s'il faut que je remplace la Carnival demain matin, même si la Sienna est un peu plus chère, je vais aller là. Il y a des délais importants avec il y a des délais importants, puis surtout si tu veux un modèle de base. Si tu veux un modèle tout équipé à 60 quelques mille piastres, oui. OK. Ça va peut-être être un petit peu plus facile, je ne sais pas, mais une version de base à rouage intégral, c'est difficile à avoir, pas à peu près. Fait que moi, je ne fermerai pas les yeux sur un Telluride. À proscrire, là. Oubliez le Ford Explorer, bon, vous l'avez pas nommé d'ailleurs, là. Non. Mais tu sais, en termes de fiabilité, l'Explorer, c'est un beau véhicule, ça va bien, un Explorer, mais c'est pas fiable. Puis il y a Paul Simons qui dit est-ce qu'il reste des Ford Flex qui sont pas vendus? C'est vrai que c'était génial. S'ils sont pas vendus encore, ça commence à dater. C'était un peu un problème, là. Ouais. Ma sœur en a un, puis il l'adore, leur Ford Flex, bien que ça boit pas mal, là. Oui. Mais c'est une Sienna hybride. Oui. Je te dirais qu'on n'est pas loin du double. Hein? Ouais, carrément. Mais le Telluride, pour moi, c'est la réponse si vous voulez pas une fourgonnette. Parce que, bon, Honda, on oublie ça. Kia, on oublie ça, il n'y a pas de rouage intégral. Chrysler, avec le rouage intégral, de toute façon, ça consomme beaucoup trop. On a ajouté le rouage intégral optionnel sur une Pacifica non hybride, mais vous êtes à du 14-15 litres au 100. Ça n'a pas de sens. Fait qu'on oublie ça. Mais peut-être de reconsidérer le Palisade et le Telluride. Oui, absolument. Oui, ça serait sa réponse. Réponse à la question quiz. 1949 était l'année du Buick Roadmaster dans le film L'homme de la pluie ou Rain Man. Et il faut spécifier que dans le cas de cette voiture-là, les portals sur les ailes sont des vrais. Oui, contrairement à ce que vous retrouverez dans le stationnement d'un Canadian Tire. Où vous allez voir des accents 2011 avec des portals Buick. Oui. Moi, j'aime ça énormément. Oui. Je trouve que c'est très chic. On se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, en direct du Salon de Montréal. Week-end au Salon. C'est un rendez-vous. Nous y serons et ce sera avec bon salon de l'auto et pour ceux qui avaient l'intention d'aller voir des Ram, des Jeep, des Dodge, des Fiat, des même des Ford, des Volkswagen, des Mercedes, ce sera une autre fois. Ben non, mais dans le stationnement, il va peut-être en avoir. Oui, mais ils vont être sales parce que là, c'est très salissant sur la route. Au revoir. Au revoir.